Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo que je poste sur cette chaîne YouTube. L'objectif de mes vidéos, ça va être de compléter celle de Romain. Romain fait déjà depuis des mois des vidéos d'analyse technique sur les cryptos, mais pas seulement sur cette chaîne YouTube. Moi, je vais essayer de vous proposer des vidéos plutôt orientées trading, plutôt orientées tuto trading, même pour être plus précis, en vous présentant soit certains indicateurs, soit certains concepts liés au trading pour essayer d'améliorer justement soit votre trading de votre côté, votre gestion du risque, votre façon de voir l'investissement, que ce soit dans les cryptos, mais pas forcément. Donc ça va être l'objet des différentes vidéos que je vais essayer de poster une fois par semaine sur cette chaîne. Alors, on va commencer cette première vidéo avec quelques concepts et pour ça, je vais m'attarder sur un indicateur assez connu, même si ce n'est pas forcément ce qu'utilise tout le monde, mais ça reste un indicateur intéressant. C'est celui que vous voyez en dessous de l'écran. C'est un oscillateur, ça s'appelle le CCI. Donc, vous le voyez sur mon écran, je vais essayer déjà dans un premier temps d'expliquer les concepts de façon assez précise, parce que je ne connais pas vraiment votre niveau, et au fur et à mesure des vidéos, quand je vais voir un peu le niveau des abonnés de cette chaîne YouTube, soit j'irai vers des vidéos un petit peu plus complexes, soit je resterai vers des vidéos un petit peu plus orientées débutants, ça dépendra aussi de votre demande, donc n'hésitez pas à faire vos retours en dessous de cette vidéo. Alors vous le voyez sur l'écran, en haut on a le graphique du prix du Bitcoin, en dessous on a ce fameux oscillateur. Des oscillateurs, vous en connaissez probablement plein. Parmi le plus connu, vous avez le RSI. Le RSI va pas mal se différencier du CCI dans le sens où l'un va être un oscillateur borné, il va varier entre des bornes précises et il ne pourra pas sortir de ces bornes-là, donc entre 0 et 100. Si vous voulez une vidéo sur l'indicateur RSI, j'en ai déjà fait une il y a quelques années sur la chaîne du Journal du Coin. Vous tapez Journal du Coin, indicateur RSI, vous allez tomber dessus. La vidéo est toujours d'actualité, ça reste un concept, c'est pas quelque chose qui périme avec le temps. Le deuxième indicateur, le CCI, lui, c'est un oscillateur qui va être non borné. Il ne va pas se cantonner à évoluer entre deux bornes. Là, vous voyez par exemple sur l'écran, parfois il descend à quasiment moins 500 et parfois il monte à plus 500. Parfois c'est moins 100, plus 100, moins 300, plus 300. Ça dépend vraiment de l'unité de temps, ça va dépendre de la crypto-monnaie, de la volatilité, etc. Et donc, un oscillateur non borné va être tout aussi intéressant qu'un oscillateur borné. Aujourd'hui, je vais vous donner, comme je vous le disais, quelques concepts clés par rapport au trading, par rapport au backtest de stratégie et essayer de sélectionner correctement vos indicateurs. Mais pour ça, il faut savoir comment les utiliser, ces indicateurs, et le RSI ou bien le CCI, on a différentes façons de les utiliser. On peut par exemple acheter lorsqu'on passe au-dessus du 50 sur le RSI et vendre lorsqu'on est en dessous de 50. On peut rajouter une sorte de zone tampon où on achète au-dessus de 70 ou bien on vend si on descend en dessous de 70 et pareil pour la zone de 30, etc. etc. Alors, je ne vais pas m'attarder ici sur le RSI, mais on va tout de suite passer au CCI. Le CCI évolue de toute façon toujours autour de 0. Au-dessus de 0, généralement, on achète. En dessous de 0, on vend. En tout cas, c'est comme ça qu'on a plus ou moins l'habitude d'utiliser ce type d'oscillateur non borné. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'ajouter une zone tampon. Ça existe déjà aussi sur un certain nombre d'oscillateurs, cette notion de zone tampon. Ça sert à quoi? Eh bien, c'est une zone qui va vous éviter d'avoir à rentrer, sortir directement sur le marché en l'espace de quelques jours et d'avoir des faux signaux. Par exemple, admettons que vous achetez lorsqu'on passe au-dessus de 0 et que vous revendez lorsqu'on passe en dessous de 0, on peut très bien imaginer que l'oscillateur passe au-dessus de 0, il va toucher par exemple le niveau des 10 et le lendemain, une petite bougie baissière toute faible, mais il fait passer l'oscillateur à moins 15 par exemple, et là vous revendez, mais vous revendez évidemment en perte. Donc l'idée de cette zone tampon, c'est de filtrer davantage les signaux. Vous le voyez, je l'ai mis ici sur l'écran. Alors déjà, je vais vous montrer comment on paramètre le CCI. Alors pour paramétrer le CCI, on a déjà la longueur, c'est la période du CCI. Vous pouvez mettre évidemment la période que vous voulez. Attention à ne pas mettre des périodes trop courtes, par exemple 5, 6, 7, etc. Parce que ça va être un oscillateur qui va être beaucoup trop réactif. Vous voyez que moi déjà, avec une période de 40, on voit pas mal d'oscillations. Ça monte, ça descend, alors que je me base quand même sur l'équivalent de 40 jours. Attention à ne pas non plus aller sur des périodes trop longues. Par exemple 200, si vous vous basez sur 200 jours, oui, vous aurez peut-être moins de trade, moins de faux signaux potentiellement, mais vous allez rentrer beaucoup trop tard et sortir beaucoup trop tard parce que vous allez moyenner sur 200 jours, donc l'indicateur va être beaucoup trop retardé par rapport au mouvement du prix. Donc en fonction de l'indicateur, il n'y a pas vraiment de bonne valeur.
Ça peut être 20, 30, 40, 50, il n'y a pas de bonne valeur, ça va vraiment dépendre de l'indicateur, ça va dépendre de l'unité de temps, ça va dépendre du type de trade que vous voulez, est-ce que vous voulez être réactif ou pas, si vous voulez plus filtrer les faux signaux, ça va dépendre de plein de choses. Mais vous pouvez par exemple prendre sur le CCI une valeur comme 40, ça reste quelque chose d'assez correct. Donc vous prenez par exemple une longueur de 40, ensuite vous sélectionnez la source. Alors la source, généralement, les indicateurs vont se baser sur ce qu'on appelle ici fermeture, le cours de clôture. Moi, ce que je vous recommande sur les indicateurs, c'est d'ailleurs ce que je fais sur par exemple les bandes de Bollinger, sur le CCI et d'autres indicateurs, de ne pas vous baser sur le cours de clôture, mais plutôt sur le HLC3. C'est quoi le HLC3? C'est une moyenne entre le plus haut, le plus bas et le cours de clôture. Donc c'est plus haut, plus bas, plus cours de clôture divisé par 3. Simplement une moyenne de ces trois données et ça va vous permettre de lisser davantage l'indicateur et d'éviter de dépendre d'un seul paramètre qui est le cours de clôture. Vous allez également prendre plus de données en compte, le plus haut et le plus bas. Donc évidemment, c'est toujours mieux. Donc je vous recommande de manière générale le HLC3. Après, vous avez l'adoucissement. Ça ne va pas forcément nous intéresser. Et ensuite, vous avez la fameuse zone tampon dont je vous parlais entre deux zones. Par exemple, entre moins 20 et plus 20, moins 30 et plus 30, moins 100 et plus 100, comme vous voulez. Moi, je l'ai mis ici entre moins 50 et plus 50. On peut affiner si vous voulez. On peut mettre entre moins 30 et plus 30. Essayez de rester sur des valeurs quand même symétriques pour que ça ait du sens. Et vous voyez en bas sur l'écran, ma zone tampon, elle est plus faible. Donc ça va me permettre d'être plus réactif. Si je diminue la largeur de ma zone tampon, ça va me permettre d'être plus réactif au moment où on passe au-dessus de 30 et non pas au-dessus de 50, je vais acheter. Et en dessous de 30, je vais revendre. Et de l'autre côté, si je suis plus réactif, j'ai aussi potentiellement plus de faux signaux. Donc vous voyez, comme je vous le disais, ça c'est vraiment un truc à retenir de manière générale en trading. Vous n'avez pas d'indicateur miracle, vous n'avez pas de réglage miracle. Il y aura toujours des réglages qui vont vous permettre d'être plus réactif. Mais si vous avez un avantage, de l'autre côté, vous allez avoir l'inconvénient, qui en l'occurrence là va être d'avoir plus de faux signaux et donc diminuer votre taux de réussite, etc. Donc voilà par rapport au réglage de cet indicateur. Maintenant, une fois qu'on a notre indicateur et qu'on l'a correctement réglé, encore faut-il l'utiliser et savoir ce que donne l'indicateur. Évidemment, on ne va pas régler les paramètres comme ça au pif. On ne va pas se dire qu'on va prendre une période de 30, 40, 50. Il faut quand même observer des résultats. Et on n'observe pas des résultats simplement ici en allant sur l'écran, en se disant voilà, par exemple ici je passe au-dessus de 30, on achète, on va aller 7000 $ sur le Bitcoin, voilà, on garde la position, ici on passe en dessous de 30 et donc on revendrait à peu près ici vers les 9300 $. Rebelote, par exemple ici, on passe au-dessus de 30, on profite de toute cette tendance haussière et on revend seulement ici et donc on a bien profité de cette tendance haussière. Là on se dit c'est génial, ça marche bien. Et évidemment, comme toujours, quand il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. On peut très bien voir des cas où ça ne fonctionne pas du tout ou bien que ça fonctionne beaucoup moins bien. Par exemple ici, on achète à ce moment-là, on a un gros pic et on revend seulement ici. Donc vous voyez, là en l'occurrence, on fait un gain, mais on fait un gain quand même minime par rapport à la volatilité qu'on a. Et on peut même prendre évidemment des cas de figure où ça perd carrément. Comme toute stratégie, on n'a jamais 100% de taux de réussite. Et donc, comme je vous le disais, il ne suffit pas d'aller comme ça sur TradingView pour regarder si, de manière générale, c'est plutôt gagnant ou perdant. On peut faire ça comme filtre vraiment de base au tout début, mais après, il s'agit quand même de la backtester, cette potentielle stratégie que vous avez créée déjà sur du Bitcoin, ensuite sur d'autres crypto-monnaies, mais également sur des périodes différentes. Pas forcément unité de temps, parce que si vous tradez sur du daily, vous pouvez rester en daily, mais on peut commencer par exemple en 2015, de 2015 à 2018, puis voir ce que ça donne de 2017 à 2020, puis de 2018 à 2023, etc. Changer différentes périodes pour voir si on prend cette stratégie-là sur différentes périodes, est-ce qu'elle a bien performé ou pas. Alors ça, c'est des notions avancées de backtest. Là, je reste vraiment très simpliste, donc je ne vais pas rentrer plus en détail là-dessus, mais vous voyez l'idée. Pour backtester une stratégie, il ne suffit pas simplement de regarder ça comme ça, en changeant des périodes et en mettant le curseur sur les achats et sur les ventes. Évidemment, il faut aussi avoir des stratégies un petit peu plus avancées. Ça, c'est une première stratégie. Se dire que j'achète au-dessus de la zone tampon et je revends en dessous, c'est bien. Mais ensuite, il faut peut-être filtrer. On filtre avec une tendance. On achète seulement tendance haussière, par exemple. Et donc là, on ajoute une moyenne mobile qui peut filtrer ou un autre indicateur qui peut filtrer, etc., etc. Et le but à la fin, c'est d'avoir une stratégie qui est intéressante. Et ça veut dire quoi intéressante? Eh bien, c'est là toute la question. Et pour vous montrer tout ça, je vous ai créé ici un graphique. Donc, c'est un graphique de backtest de la stratégie dont je viens de vous parler. C'est-à-dire, on prend un CCI, l'indicateur CCI, et on lui met une zone tampon. Tout simplement, encore une fois, la période est
la largeur de la zone tampon ne va pas changer grand-chose à ce graphique. Là, vraiment, on chipote un petit peu. Et vous voyez, on a cette courbe-là. En orange, c'est la stratégie que je viens de vous expliquer. Elle est toute simple. On prend un CCI, on achète au-dessus et on revend en dessous. Et on compare ça avec un portefeuille de buy and hold, par exemple, sur Bitcoin et Ether, 50%, 50% depuis 2016, ici en gris. Et donc, voilà la courbe qu'on obtient. Alors là, on peut se demander, est-ce que c'est une stratégie intéressante, celle qu'on vient de créer avec le CCI? Alors, je l'ai fait avec le CCI, je peux le faire avec un autre indicateur. D'ailleurs, n'hésitez pas, dans l'espace commentaire sous la vidéo, à me proposer d'autres stratégies. Si vous voulez que je backteste une stratégie en particulier, que je vous explique d'autres concepts, eh bien, posez vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir, évidemment, d'y répondre dans les prochaines vidéos. Alors là, vous le voyez sur l'écran, on peut se dire, est-ce que la stratégie en orange est meilleure que celle en gris, celle de buy and hold, 50% BTC, 50% ETH? Déjà, il faut comparer une stratégie avec quelque chose de comparable. Ici, je compare avec du BTC ETH. Si, par exemple, j'ai le choix entre acheter cette stratégie-là, l'appliquer sur BTC ETH, parce que là, je l'applique sur BTC et ETH, j'ai le choix entre soit je l'applique à 50% sur BTC, 50% ETH et je compare ça avec du buy and hold, ça c'est comparable, mais je ne vais pas comparer par exemple une stratégie que j'applique uniquement sur le Bitcoin avec la performance par exemple de l'Ether. Ça n'a pas vraiment de sens. Il faut comparer avec un indice de référence, l'indice sur lequel on trade. Là, le but, il dépend. Justement, pour savoir si une stratégie c'est bien, il faut déjà déterminer un but. Est-ce que le but c'est de faire mieux que le buy and hold? Ça peut être un but, c'est pas toujours le but. Le but, c'est peut-être de faire aussi bien que le buy and hold, mais en diminuant la volatilité. Ou peut-être que le but, c'est de faire aussi bien que le buy and hold, mais en étant le moins longtemps exposé au marché. Ou peut-être que le but, vous voyez, vraiment en fonction de votre but, la stratégie peut être pour quelqu'un intéressant et pour une autre personne, pas du tout intéressante. Donc là, on a la stratégie depuis 2016. Si on se base depuis 2016 sur les résultats de cette stratégie, on peut se dire, oui, elle est intéressante d'un point de vue performance. Clairement, parce que la courbe orange, elle finit au-dessus de la courbe grise. Mais c'est le cas maintenant, parce qu'elle préserve mieux le capital en bear market. Vous le voyez ici, 2022, marché baissier, la stratégie a plus ou moins préservé le capital. C'était également le cas ici en 2018. Marché baissier, la stratégie a préservé le capital. Donc c'est une stratégie de suivi de tendance. C'est top quand le marché monte, la stratégie est exposée. Quand le marché stagne, ça dépend. Quand le marché baisse, la stratégie évite d'être exposée justement parce que c'est uniquement une stratégie à l'achat et elle ne fait pas de short, avec les conditions évidemment que je vous ai définies tout à l'heure dans la vidéo. Donc voilà, depuis 2016, on peut se dire que la stratégie, elle est intéressante d'un point de vue performance. Maintenant, mais ce n'était pas le cas avant. Vous voyez ici, par exemple sur 2016-2017, la stratégie suit plus ou moins le buy and hold de BTC-ETH en 2016. Par contre, ici, on voit bien une décorrélation fin 2016. On voit que la stratégie a fortement chuté et n'a pas forcément réussi à se relever. C'est encore plus flagrant ici, lorsque le prix pump, la stratégie, elle a du mal à se positionner, elle accuse un retard. Mais son retard, elle le rattrape ensuite en bear market. Et donc c'est là l'importance de juger une stratégie, non pas sur 1 mois, 2 mois, mais quand même sur du long terme ou quasiment long terme, ça dépend si on fait, encore une fois, de l'intraday, du daily, du weekly, etc. Il faut juger une stratégie sur quand même un minimum de temps. Donc en termes de performance, cette stratégie, on peut dire qu'elle vaut clairement le coup. N'oubliez pas ici qu'à gauche, je suis sur du rendement cumulé sur l'échelle log. Donc là, on a l'impression que la différence n'est pas énorme. Bon, on a quasiment un ratio de 10. Ici, on est sur une performance de 1000, ici sur 10 000. Vous voyez, on a quand même une différence de x10, mine de rien, depuis 7 ans. Donc ça reste extrêmement intéressant d'un point de vue performance. Maintenant, d'un point de vue volatilité, ou bien max drawdown, est-ce que c'est intéressant ? Ça se voit visuellement que oui, la stratégie préserve quand même beaucoup plus le capital. Ici, on a une baisse sur le portefeuille de buy and hold d'environ peut-être 80%, alors que la stratégie préserve plus ou moins le capital. C'était également le cas ici. Donc là, la stratégie, elle est intéressante. Mais peut-être qu'on peut encore améliorer cette stratégie en ajoutant des filtres, en ajoutant d'autres indicateurs. Et surtout, là je le compare avec BTC-ETH, mais il faut aussi comparer cette stratégie sur d'autres actifs. Peut-être que ça fonctionne bien ici, mais peut-être que sur des actifs qui ont des comportements différents, peut-être plus volatiles, plus en tendance baissière, etc., cette stratégie risque de ne pas performer. Si on ajoute cette stratégie par exemple à du BNB, à du Solana, à d'autres crypto-monnaies, ça fonctionnera peut-être moins bien.
Et le problème aussi, c'est que sur d'autres crypto-monnaies, on a moins d'historique. Là, sur BTC-ETH, on peut remonter facilement à 2016, même un petit peu avant pour l'Ether et encore plus avant sur Bitcoin. Bon, si on prend des crypto-monnaies plus récentes, qui datent de 2017, 2018, 2019, on aura moins de stratégie. Et est-ce que ça va être intéressant de juger une stratégie qu'on compte utiliser pour 5 ans alors qu'on n'a que 2 ans d'historique? Pas forcément. D'accord? Mais ça, encore une fois, c'est des notions de backtest, de stratégie, d'optimisation de stratégie. Donc, ce n'est pas l'objet forcément de cette vidéo. Donc, voilà par rapport à ce que je voulais vous dire lorsque vous sélectionnez un indicateur et lorsque vous sélectionnez une stratégie. Ne jugez pas l'indicateur sur du court terme, sur un trade, 2 trades, 3 trades. Prenez quand même plus de recul sur l'indicateur parce qu'il n'y a pas de mauvais indicateur. Ça dépend sur quoi on l'applique et ça dépend comment on l'applique. Si je prends un CCI avec une période 5 et une zone tampon par exemple de moins 100 plus 100, là effectivement j'aurai peut-être des résultats beaucoup moins intéressants que si je prends des périodes un peu plus cohérentes. Là par exemple sur l'unité de temps daily, ce que j'aurais pu prendre comme paramètre pour le CCI, c'est tout simplement une période de 30, ça correspond à 30 jours, à un mois, et par exemple pour la zone tampon, on peut rester entre 30 et moins 30. Et là on commence à avoir un paramétrage qui est correct, mais encore une fois, il faut le tester et voir un petit peu comment ça rend. Donc voilà par rapport à ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, sorte de vidéo tuto trading où je vous parle de quelques notions liées au trading et en même temps par rapport aussi aux indicateurs techniques, de ne pas tomber toujours sur ces fameux pièges d'indicateurs magiques qui ont toujours raison. Une stratégie qui est gagnante, par exemple, si je reprends celle-ci, vous voyez que la stratégie, elle est gagnante sur du long terme, même sur du court terme. Ici, si on avait commencé à l'appliquer en 2016, elle aurait été gagnante. Il y a des périodes où, évidemment, elle aurait sous-performé, par exemple en 2017. Mais sur du long terme, elle est gagnante. Eh bien, je vous laisse deviner pendant quelques secondes le taux de réussite de cette stratégie. Le taux de réussite de cette stratégie n'est pas de 100%. C'est pas une stratégie qui a tout le temps raison. C'est pas non plus une stratégie qui a un taux de réussite de 5%. Sinon, elle serait très probablement perdante. C'est une stratégie qui a un taux de réussite aux alentours de 35%. Donc vous voyez que c'est pas énorme. Un trade sur 3 seulement est gagnant. 2 trades sur 3 perdants. Et pour autant, la stratégie, non seulement a un max drawdown mieux que le buy and hold, une volatilité plus faible et un rendement meilleur. Donc la stratégie, clairement, elle est mieux que le buy and hold. Elle est moins longtemps positionnée sur le marché, tout simplement parce que le buy and hold est tout le temps positionné. La stratégie, elle est positionnée uniquement lorsqu'il y a un signal d'achat et ensuite elle revend. Et donc c'est une stratégie qui a seulement un taux de réussite d'environ 35%. Donc attention à ne pas vous précipiter sur des stratégies qui ont un taux de réussite de 70%, 80, 90, parce que ces stratégies-là, elles ont peut-être un taux de réussite élevé, mais ce n'est pas ce qui compte. Et si le taux de réussite est élevé, c'est peut-être que la stratégie ne conserve pas suffisamment la position et les gains vont être beaucoup plus faibles que les pertes. Par exemple, une stratégie comme celle-ci va avoir des gains beaucoup plus élevés que les pertes, de l'ordre peut-être de 6 fois. Lorsqu'on gagne, on va gagner 6 fois plus que lorsqu'on perd. Ça va compenser le taux de réussite. Parce que si on gagne autant, vu que le taux de réussite est inférieur à 50%, c'est une stratégie perdante. Mais vu que le taux de réussite est seulement 35%, il faut au moins gagner peut-être environ 3 fois plus que ce qu'on est prêt à perdre. Si on gagne 6 fois plus, c'est mieux. Les stratégies qui vous permettent d'avoir un taux de réussite de 90%, généralement, en moyenne, vous perdez plus que ce que vous gagnez. Donc, ce n'est pas forcément intéressant. Donc, voilà par rapport à cette vidéo. Retenez juste aussi que sur une stratégie de type swing trading de suivi de tendance comme celle-ci, le taux de réussite est généralement entre 30 et 40%. On est rarement au-dessus de 50% sur des stratégies de ce type-là, en tout cas de type suivi de tendance. Après, on peut imaginer des stratégies contrariennes, des stratégies de range, ça va être autre chose. Et pareil sur l'intraday, ça va aussi être autre chose. Et là, je vous parle uniquement de l'unité de temps daily, même si en fonction de l'unité de temps, il n'y a pas non plus énormément de différence. Donc voilà par rapport à cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère qu'elle vous a intéressé. Pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à me proposer des sujets dans l'espace commentaire si vous voulez que j'analyse un indicateur en particulier, que je backteste une stratégie en particulier, que je vous parle d'un concept en trading, en finance en particulier. N'hésitez pas à me demander des précisions sur tout ça dans l'espace commentaire. Et si il y a des questions qui reviennent souvent, des commentaires qui sont likés, eh bien je répondrai à cela dans les prochaines vidéos. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo et je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine.